Alors, connectez-vous, hein, sur l'essai. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. C'est très important. Mettez-vous en ligne, c'est très important. Mettez-vous en ligne, c'est très important. Connectez-vous. Connectez-vous, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Voilà, il y a urgence. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Il y a une très grande urgence. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Mes frères, l'heure est grave. Partagez le direct massivement. Partagez le direct. Alors, on va vite faire parce que je ne vais pas durer. Là, j'ai un endroit spécial à aller tout à l'heure. Donc, je ne vais pas trop perdre mon temps. Voilà. Donc, on va vite faire parce que the time is money in Europe. Alors, bonjour à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi Boubou, laisse-moi Maurice, Tinker, plein droit, El Padrino, Camari, Désolé, Mouja. Alors, nous voilà nouveau devant cette caméra, mes frères et sœurs. Alors, ce qui se passe en Europe, c'est très dangereux. Peut-être en Afrique, les gens ne savent pas. Je dis bien ce qui se passe en Europe, c'est très dangereux. Les Européens rentrent en guerre contre la Russie. Je répète. Les atlantistes rentrent en guerre contre la Russie. Ah tiens, parce qu'il ne faut pas les chaînes, même stream vont vous mentir. Ce qui se passe, c'est que ceux qui affrontent la Russie aujourd'hui sur le territoire ukrainien ne sont plus les Ukrainiens eux-mêmes. Les Ukrainiens, eux, ils sont maintenant en arrière. Mais ceux qui sont à la première ligne, ce sont les Européens. Les chars de guerre européens viennent de rentrer sur le territoire ukrainien. Les gens vous montreront sur France 24, sur, je ne sais, CNews, sur BFM TV, sur les autres chaînes, disant que ce sont des anciens chars soviétiques T-72 et T-90 qu'ils donnent aux Européens parce que ces chars faisaient partie des anciens blocs soviétiques. Et donc, comme ils disposent d'armes soviétiques, donc ce sont ces armes-là qu'ils donnent aux Ukrainiens pour combattre les Russes. Mais en réalité, parmi ces chars-là, il y a d'autres cargaisons de chars qui sont des chars Abrams. Des chars Abrams, ce sont des chars américains. Les Ukrainiens ne sont pas formés pour piloter ces chars-là. Parce que chaque arme a ses caractéristiques. Et donc, pour employer ça sur le terrain, il faut maîtriser l'arme en question. Donc, il y a plusieurs chars. Même le char Leclerc de la France, tous ces chars-là sont déjà en Ukraine. Ils ont fait convoyer ces chars en Ukraine. Les mortiers, les obus de mortier, tout ça là, ils mettent ça dans des véhicules, dans des remorques, pour envoyer ça en Ukraine. Et ces remorques-là, ils disent que non, ce sont des véhicules, je ne peux pas dire des véhicules, ce sont des trucs d'aide humanitaire que ces remorques transportent. Ils envoient des drones par milliers. Les États-Unis ont décidé d'envoyer des drones. La Turquie envoie des drones. Les Européens envoient des drones. Ils envoient toutes sortes d'armes, y compris des soldats. Ils ont dit ça, c'est la première phase. La deuxième phase qui arrive, ça va arriver bientôt, c'est que les Européens maintenant vont utiliser leurs aviations et leurs navires de guerre. Puisque sur la voie terrestre, ils sont déjà impliqués en Ukraine. Ils vont là-bas par milliers. Et les soldats des atlantistes sont déjà en Ukraine. Ah tiens, la troisième guerre mondiale va commencer. Ça a déjà commencé. Parce que le front ukrainien, ce n'est pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens ne peuvent pas eux seuls résister face aux Russes. Parce qu'il faudrait que les gens le comprennent. En Afrique, là-bas, il y a des gens qui disent oh, Goliath, hein? Comment là? Contre Goliath. Quelque chose contre Goliath.
Mais c'est du n'importe quoi. Ce qui se passe en Ukraine là, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui se laissent manipuler, soit disant, la Russie est en train de reculer face à l'armée ukrainienne. Non seulement vous ne connaissez pas la stratégie militaire russe, mais vous interprétez ça de la manière les Occidentaux vous ont demandé d'interpréter ça. Le retrait des troupes russes aux environs, dans l'oblast, c'est-à-dire dans la région de Kiev, ce n'est pas une défaite militaire. Il y a eu des négociations récemment en Turquie. Et suite à ces négociations, ils ont dit pour qu'il y ait négociation, il faudrait que Moscou fasse un pas. Donc Moscou, pour un geste de bonne volonté, a dit bon, comme Kiev est la capitale ukrainienne, nous allons nous retirer de la région de Kiev parce que notre objectif, ce n'est pas de prendre la capitale. Les Occidentaux, leur plan, c'était quoi? C'est que les Russes n'ont qu'à envahir la capitale ukrainienne. Ils n'ont qu'à envahir la partie occidentale de l'Ukraine. Et par la suite, ils vont, parce qu'ils ont déjà préparé les Ukrainiens à faire une guérilla urbaine, c'est-à-dire de la manière les Afghans ont fait aux Américains et les Américains ont fui l'Afghanistan. Vous prenez le pays, mais pour stabiliser le pays et envoyer la paix, c'est différent. Parce que vous pouvez envahir un pays, mais pour stabiliser ça là, il peut y avoir des groupes qui s'en vont faire du terrorisme pour se faire sauter, mettre des bombes partout et s'aimer la pagaille. Et ça, même les armées les plus puissantes du monde n'arrivent pas à atterrir face à une telle motivation du peuple qui agit ainsi. Et donc les Russes, en allant en Ukraine, ils n'ont pas dans leur viseur à occuper Kiev. Parce que la stratégie militaire russe, c'est quoi? Puisque s'ils attaquent l'est de l'Ukraine, tous les Ukrainiens et les soutiens occidentaux, le soutien occidental ou les soutiens occidentaux vont eux tous se diriger vers l'est pour combattre les Russes. Et le combat n'allait pas avancer sur le front. Qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont ouvert plusieurs fronts pour empêcher l'armée ukrainienne de se regrouper uniquement vers l'est. Ce qui fait que l'armée ukrainienne était obligée de se diviser sur plusieurs fronts. Est-ce que vous comprenez? Mais l'objectif principal, c'était le front de l'est. Donc quand l'armée russe vient vers Kiev, eux, les Ukrainiens, ils se disent, mais on ne peut pas laisser tomber notre capitale. Donc ils sont obligés de diviser leur armée. Ils sont obligés d'envoyer beaucoup de mercenaires aux alentours de Kiev. Donc les Occidentaux, les soldats de l'OTAN, leurs armes qu'ils ont données aux Ukrainiens, beaucoup sont partis vers la capitale pour ne pas que l'armée russe prenne la capitale. Parce que dans leur tête, ils pensaient que l'armée russe voulait prendre la capitale. Mais c'était diversion. On appelle ça de la diversion. On appelle ça la diversion. Donc on vous embrouille là-bas, mais l'objectif principal se cache. Et donc pendant que les Russes les embrouillaient de l'autre côté, les Russes ont profité pour avancer vers le sud, c'est-à-dire vers la Crimée. Ils ont profité pour avancer vers l'est de l'Ukraine. Et lors des pourparlers, ils ont dit, bon, on se retire maintenant vers le nord de l'Ukraine. Ce qui fait que les forces ukrainiennes ont été divisées. Donc, pour venir encore vers l'est, il faut maintenant qu'ils convoient leurs armes vers l'est. Mais pour envoyer ça vers l'est, là, c'est un cortège d'armement. Donc, dans cette histoire de cortège d'armement, la Russie maintenant peut bien les repérer pour les bombarder en route, pour ne pas que ces armes arrivent vers l'est. Voici ce que la Russie a fait. Donc, le retrait russe vers Kiev n'est pas une défaite militaire. N'est pas une défaite militaire. Les gens, ils voient ça. Kiev, c'est une partie occidentale, c'est-à-dire ceux qui sont là-bas, là, eux, là, ils ont mentalité occidentale. Donc, la Russie ne peut pas envahir là-bas. La Russie veut envahir la partie où on parle russe, la partie russophone, où on appelle
Mais pourquoi ça dure cette opération? Pourquoi cette opération prend du temps? Non seulement la première phase, c'était pour démilitariser l'Ukraine. C'est-à-dire quoi? Détruire les infrastructures militaires ukrainiennes. Parce que l'Ukraine n'est pas un petit pays. Hein. C'est un pays qui fabrique des armes, des missiles, des avions. Tout ce que vous pouvez connaître sur le plan militaire. Les Ukrainiens, ils ont la capacité de fabriquer tout ça. Donc, dans leur pays est grand. C'est un pays qui est très, très vaste. C'est-à-dire, vous savez, la Côte d'Ivoire, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, l'Ukraine fait au moins 6 fois la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine fait 6 fois la Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire multiplié par 6. Ça fait le seul État ukrainien. Et dans cet État-là, ils ont une armée forte. Ce que les gens vous diront, oh, l'Ukraine, l'armée, c'est du n'importe quoi. L'Ukraine a une armée puissante. C'est ce que les gens ne vous disent pas. Vous pensez que les Occidentaux, ils sont collés aux Ukrainiens parce que les Ukrainiens leur vendent des trucs, des moteurs d'avion. Souvent, les Occidentaux, ils n'arrivent pas à fabriquer certaines choses. Et ils s'en vont, ils ont signé des partenariats. Les Turcs, leurs drones au Bayraktar, mais c'est l'Ukraine qui fabrique les moteurs de ces drones. La Turquie est bien technologiquement parlant, mais il y a certaines technologies qui manquent à la Turquie. Donc la Turquie coopérait avec l'Ukraine dans ce domaine. Donc l'Ukraine fournit des moteurs de ces drones. L'Ukraine fournissait des moteurs d'avion et les Antonov, les plus grands avions du monde. Mais l'Ukraine fournissait ça à la France pour que la France aille transporter ses troupes militaires à travers le monde. Donc l'Ukraine partageait beaucoup de technologies avec les pays occidentaux. Eux, en retour, ils donnent aussi leur technologie aux Ukrainiens. Sur le plan militaire, l'Ukraine n'est pas un petit pays. Contrairement à ce que les gens vous disent. L'Ukraine est un pays puissant. 45 millions d'habitants. Loin d'être un truc comme l'Irak. Les Irakiens, ils font combien de millions d'habitants? Les Irakiens, là, ils font combien de millions d'habitants? Est-ce que la superficie de l'Irak vaut la superficie de l'Ukraine? Il n'y a pas comparaison. Les pays que l'OTAN a détruits, que l'OTAN a attaqués là, c'est-à-dire en nombre de population, ces pays n'étaient pas nombreux. La population n'était pas nombreuse. La Libye, c'est combien? 7 millions d'habitants. Mais pour prendre la Libye, pour tuer Kadhafi, là, ils ont mis combien de temps? Ce n'est pas une semaine et puis ils ont atteint Kadhafi. Ils étaient coalisés. Une coalition entre les Américains, Canadiens, Français, Anglais, Allemands, Belges et j'en passe. Pour aller bombarder, sans compter même des barbus africains qu'ils ont pris et du Golfe, qui combattaient pour eux sur le terrain. C'est pas un mois ils ont mis plus d'un mois. Là, ils ont mis au moins 2 mois. Leur objectif, c'était de neutraliser Kadhafi. Mais 7 millions, c'était 7 millions d'habitants. L'Ukraine, 45 millions, mes frères. Je répète, 45 millions. Au niveau de l'armement, ils sont forts. Ils ont la technologie nucléaire. Donc, ce n'est pas un petit pays. C'est un pays dans le passé qui avait les armes nucléaires, qui a été dénucléarisé. Pas par la guerre, mais par les négociations. Et ils ont cette capacité de fabriquer toujours des missiles. Et ils continuent de fabriquer les missiles. Donc, ce n'est pas un petit pays. Donc, la première phase, c'est que la Russie devrait démilitariser l'Ukraine. C'est ce qui a été fait, c'est-à-dire bombarder toutes les bases militaires souterraines de l'Ukraine. Donc, d'où cette histoire de missiles hypersoniques, parce que l'Ukraine avait caché des armes dans le sous-sol. Et pour atteindre ces armes-là, il fallait des missiles puissants pour percer la muraille de ce sous-sol-là, pour atteindre ces armes qui étaient cachées là-dedans. Donc, il fallait détruire toutes les bases militaires. Phase 2, détruire les dépôts de carburant. Parce que c'est parce qu'ils ont essence qu'ils conduisent leurs chars. Donc, il faut détruire leurs réserves en carburant. Il faut détruire tout. D'où cette attaque ciblée envers les bases, envers les réserves du pétrole ukrainien. Suite à ça, maintenant, la Russie demande maintenant à libérer l'est de l'Ukraine. Donc,
la Russie est en train... Ils ont commencé à lancer maintenant une offensive. Depuis hier nuit, une grande offensive a été lancée maintenant vers l'Est pour libérer l'Est, pour que Lugansk, Donetsk et Mariupol, plus la Crimée, puissent se joindre. Donc l'armée d'Azov sera perdue totalement par l'Ukraine. Ensuite, ils vont attaquer vers, comment on appelle ça, Odessa. Parce qu'il y a une petite partie de la Russie qui est limitée à la Moldavie. Et cette petite partie-là est enclavée. Donc la Russie va vouloir libérer cette partie de la Russie qui est là-bas. Pour, on appelle ça Ossétie, quoi là, je ne sais pas. Donc la Russie va permettre à cette partie de la Russie de se joindre avec la Crimée. Et donc cette partie ne sera plus un petit pays enclavé. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui change, c'est que les Occidentaux officiellement ont décidé d'envoyer des chars de guerre. Depuis hier nuit, les chars de guerre qui quittent en Occident, qui rentrent en Ukraine, sont par milliers. Des trains, vous voyez des trains qui font des milliers de trucs de mètres, chargés de chars qui rentrent en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette guerre-là, ce n'est pas une question du peuple ukrainien et puis une question de la Russie seulement. C'est une question entre la Russie elle seule et le bloc atlantiste. Vous comprenez? Donc, si la Russie n'a pas une force de frappe puissante, il y a longtemps, la Russie serait déjà sortie de l'Ukraine. Vous pensez que les Occidentaux ne soutiennent pas l'Ukraine? Ils soutiennent l'Ukraine sur tous les plans. Renseignements, collection de trucs, d'images satellites. Tout ça là, les satellites se sont placés là-bas avec des avions de renseignement. Toute la technologie occidentale est sur place en Ukraine. Ils ont des soldats là-bas. Malgré ça, ils n'arrivent pas. Leur objectif, c'est de faire sortir la Russie de l'Ukraine. Mais comme ils ne peuvent pas, ils lancent des sanctions chaque jour. Maintenant, comme ça ne va plus, alors ils ont décidé eux-mêmes officiellement, ce qu'ils faisaient officiellement de rentrer maintenant en Ukraine. Donc ils sont là rentrés. Et ils disent non, ce sont les anciens chats. Mais on a vu d'autres vidéos où il y a des chats des pays occidentaux qui ne sont pas des chats de l'ancienne Union soviétique. C'est-à-dire les chats Abrams. Ce sont des chats américains. Ce ne sont pas des chats de l'Union soviétique qui rentrent en Ukraine par milliers en ce moment. Donc c'est une déclaration de guerre. Ne soyez pas surpris dans les jours à venir si la guerre déborde pour atteindre d'autres parties du continent européen et même peut-être américain. Le problème des Occidentaux, ils sont convaincus que la Russie est seule. Parce que jusqu'à présent, la Russie, c'est elle seule qui mène la bataille. Même la Biélorussie, qui est à côté de la Russie, n'est pas encore entrée dans la danse. N'oubliez pas que la Russie a un accord de défense avec certains pays de l'URSS, de l'Union soviétique. Donc, il y a tout un bloc de pays qui ont des accords avec la Russie. Au cas où l'un de ces pays est attaqué, les autres doivent venir secourir. De la manière il y a l'OTAN. La Russie aussi a son alliance. Mais jusqu'à présent, ces pays ne se sont pas encore manifestés parce que la Russie n'a pas encore demandé d'aide à aucun pays du monde. Ce que les Occidentaux vous disent, non, la Russie demande l'aide de la Chine, c'est du n'importe quoi. La Russie n'a jamais demandé d'aide à la Chine sur le plan militaire. Parce que militairement parlant, la Russie est plus puissante que la Chine. Et c'est la Russie qui arme la Chine. C'est la Russie qui arme l'Inde. Allez-y, demandez. Les meilleurs avions chinois sont des avions russes. La Russie vend des sous-marins aux Chinois, vend des sous-marins aux Indiens, vend des Sukhoi, des MiG aux Chinois et aux Indiens. C'est eux qui les alimentent en armes. Donc, c'est pas... Quand la Russie est dans le problème, c'est pas la Russie de les appeler. Non, la Russie n'a pas encore appelé. Là où la Russie les attend, c'est sur le plan économique. Ils n'ont qu'à soutenir la Russie économiquement parlant, c'est tout. Mais il y a d'autres qui disent non, la Russie manque de missiles. Mais vous pensez que quand tu es en guerre, l'appareil qui fabrique les armes
s'arrête. Non. Pendant qu'ils se battent, il y a des chars qui sont fabriqués, il y a des missiles qui sont produits. C'est pas parce qu'ils tirent des missiles et puis donc dans les usines, bon, tout est arrêté, personne ne fabrique quoi que ce soit. C'est du n'importe quoi. Donc on ne tombe pas dans la propagande occidentale qui fait croire que la Russie n'a plus de missiles. Elle a plus de missiles que toute l'Europe unie. Vous devez le savoir. La Russie a plus de chars, à 20 000 chars. C'est l'armée terrestre la plus puissante du monde. Les Occidentaux le savent. Aucun pays, les chars américains plus les chars occidentaux, on les met ensemble, ça ne valent même pas les chars russes. Parce que la Russie a au moins 20 000 chars. C'est ce que les gens ne savent pas. 20 000 chars de combat. Et pendant qu'ils combattent, ils perdent beaucoup de chars. Mais ils produisent encore beaucoup de chars. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Pendant qu'ils perdent des chars, ils produisent des chars. Donc, laissez ceux qui pensent que la Russie a besoin de quoi que ce soit. Et les Occidentaux font une erreur capitale. Eux, ils pensent que s'ils rentrent en guerre avec la Russie, les autres pays vont s'arrêter. Mais ils ne savent pas que c'est un piège. S'ils rentrent en guerre contre la Russie, c'est fini pour l'Occident. Parce que les Chinois, il y a longtemps, ils guettent les Américains. Et les Chinois ne peuvent pas laisser là. Depuis, ils demandent aux Chinois de sanctionner la Russie. Avez-vous déjà vu les Chinois sanctionner la Russie? Non. Au contraire, ils accusent les Européens pour dire que c'est l'OTAN qui a provoqué la guerre. Donc, ce qui veut dire que dans la tête des Chinois, ils savent bel et bien que ce sont les Occidentaux qui sont à la base de ça. Et les Américains ont dit quoi? Je viens. On va en parler tout à l'heure. Je sors de chez moi. Excusez-moi, accordez-moi juste 2 minutes. Excusez-moi, attendez-moi. Voilà, donc je disais que les Européens font une erreur. Ils pensent que la Russie est seule. Et donc si eux tous ils rentrent en conflit avec la Russie, ils vont gagner. Mais c'est un piège. La Russie est un piège. Jusqu'à présent, les pays qui soutiennent la Russie ne se sont pas encore manifestés. Mais c'est un piège parce que s'ils se manifestent, les Européens ne peuvent pas rentrer en guerre. Ils vont dire que la Russie n'est pas seule. Mais ce qui est navrant, c'est que les Européens ils sont convaincus que la Russie est la première puissance militaire nucléaire du monde. Ils le savent, ils sont conscients. Mais au nom des valeurs et au nom de la menace du dollar, ils sont prêts à rentrer en guerre pour sauver leur monnaie. Il s'agit de la domination monétaire. Ce n'est pas une question de dire démocratie. Et aux yeux du monde entier, eux, ils pensent que c'est une humiliation s'ils laissent les Russes faire. Et donc, au nom de ça, pour ne pas que d'autres pays leur échappent, ils sont prêts à rentrer en guerre. Sachant bel et bien que les conséquences seront graves. Ici en Europe, les gens ont commencé à acheter des bunkers, des maisons bunkerisées. C'est-à-dire des bunkers, des maisons anti-nucléaires. Ils ont commencé à acheter ça par milliers. Donc les Russes, les riches, eux, ils se préparent
à se bunkériser au cas où il y a une guerre nucléaire. Mais l'autre population sera exposée aux frappes nucléaires. Ce que les gens ne savent pas, la Russie, elle seule, a 6000 têtes nucléaires. La France a 300. Pas 1000. La France a 300 têtes nucléaires. L'Angleterre a environ 250 têtes nucléaires. Donc, les têtes nucléaires de la France, en plus, pour l'Angleterre, ça fait 550 têtes nucléaires. Ça ne fait pas encore 1000. Est-ce que vous comprenez déjà? L'Amérique a 5000. 5000 quelque chose. Têtes nucléaires. Donc la Russie est au-dessus. Or, chez les atlantistes, ceux qui ont les armes nucléaires, il y a les Américains, il y a l'Angleterre et la France. C'est tout. Donc, si vous associez les armes nucléaires des États-Unis, de la France et celles de l'Angleterre, ça ne vaut même pas les armes nucléaires de la Russie. Parce que pour la Russie, ce n'est pas 6000, c'est 6000 plus quelque chose. Donc, c'est-à-dire les armes nucléaires des États-Unis, pour l'Angleterre et pour la France, vous mettez ça ensemble. Ça ne dépasse pas les armes nucléaires de la Russie. Ça, c'est un premier point. Mais les Américains, ce qui fait leur avantage, et ils sont convaincus qu'ils peuvent gagner la guerre, c'est que les armes nucléaires, ils déplacent ça de chez eux. C'est-à-dire, ils ont déplacé ça de chez eux. Ils ont mis des têtes nucléaires en Belgique. Ils ont mis des têtes nucléaires en Belgique, en Turquie, en Allemagne, en Roumanie et sûrement au Japon. Donc pour eux, ils sont convaincus que s'il y a guerre, ils vont remporter ça parce qu'ils ont déjà des armes nucléaires sur le territoire européen. Mais ce qu'ils oublient, c'est que leur territoire aussi ne sera pas épargné. Je tiens à vous garantir que l'Alaska et la Russie, ça fait 123 km. 123, ça fait même pas 1000 km. Donc l'Alaska et Moscou et la Sibérie font 123 km. Et il y a 4 km de mer qui les séparent. Et la ville d'Alaska et les villes qui sont en Sibérie, ça fait 123 km. Ce qui veut dire une seule frappe peut détruire l'Alaska. Et l'Alaska ne va plus jamais exister. Ils peuvent nucléariser la Russie, il n'y a pas de souci. Mais la Russie est un continent, un pays qui est très vaste. Donc même s'ils nucléarisent la Russie, il y aura d'autres parties de la Russie qui seront vivables, habitables. Mais imaginons un pays comme la Belgique qui sera frappé par au moins 5 bombes ou bien 10 bombes nucléaires. Mais c'est fini. Les Belges ne vont plus jamais vivre sur leur territoire. Ils vont quitter la Belgique définitivement pour aller habiter ailleurs. Donc, imaginez une France qui sera frappée par au moins 500 ou bien 1000 têtes nucléaires. Mais les gens vont déserter la France totalement. Les villes seront désertes. Ils vont aller vivre dans les pays voisins. C'est ça le vrai danger, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Mais en dehors de ça, la Chine, on ne va pas rester là les bras croisés pendant qu'il y a la guerre nucléaire entre la Russie et le reste de l'Europe ainsi que les Atlantistes. Le Brésil n'est pas allié aux États-Unis puisque le Brésil fait partie d'un clan avec les Brites et le Brésil vient de demander des sous-marins nucléaires à la Russie. Donc l'armement brésilien, il aura des armes russes. Le Venezuela fait partie à une coalition avec la Russie, le Cuba et même l'Argentine. Le président argentin était parti en Russie, il dit non, lui il veut coopérer les Russes et qu'il en a marre du dictat atlantiste. Donc, c'est-à-dire les pays de l'Amérique latine commencent à se repérer. Il n'y a que la Colombie qui est un chiffon des États-Unis. Mais Nicaragua aime la vision russe. Donc, ce ne sont pas ces pays-là qui vont donner leurs militaires pour dire allez-y combattre les Russes. Donc, l'Amérique latine, d'abord, les États-Unis auront du mal à avoir des clients, des combattants dans tous les pays de l'Amérique latine pour aller combattre contre la Russie. Est-ce que vous comprenez? Nicolas Maduro, lui-même, il est prêt même à donner toute son armée pour combattre auprès des trucs de Poutine. Maintenant, les Iraniens, ils ne vont pas rester là les bras croisés
si c'est chaud, les Iraniens vont venir. Donc, c'est-à-dire, Israël ne pourra pas avoir le temps de venir aussi participer à cette guerre. Parce que Israël sera confronté à un dilemme. Les Syriens seront là, les Iraniens seront là, le Hezbollah sera là. Donc, eux là, ils vont maintenir Israël là-bas. Ça va faire que Israël va faire la guerre avec eux. Donc, Israël sera occupé sur un autre front. Donc, ce pays qui a des armes nucléaires, non, ce pays ne va pas livrer ses armes nucléaires aux Européens, puisque lui-même, il sera en danger de suivi. Donc, il sera obligé d'utiliser ses armes envers ces pays qui sont à côté. Mais le Pakistan était un ancien allié de Washington. Mais maintenant, les Pakistanais se sont retournés envers les Chinois. Ils coopèrent maintenant avec les Chinois. Donc, ils ne vont pas se retourner contre les Chinois pour combattre la Chine. Puisque la Chine et la Russie font maintenant front ensemble. Donc, du coup, le Pakistan, qui est un pays nucléaire, ne va pas s'associer aux Européens pour combattre la Russie. Puisque combattre la Russie, c'est comme si le Pakistan combattait la Chine. Or, aujourd'hui, c'est la Chine qui finance le Pakistan. En dehors de ça, il y a la Corée du Nord. Donc, les armes que les États-Unis ont gardées en Corée du Sud, ces armes nucléaires-là, ne vont pas sortir de la Corée du Sud, puisque ces armes seront occupées à combattre la Corée du Nord. Donc, ça sera encore un autre front. Donc, affronter la Russie, l'Occident risque de perdre le pari. C'est de ça qu'il s'agit. L'Occident risque de perdre le pari parce que beaucoup de pays sont là dormir. Mais si ça commence, ces pays-là vont se révolter contre l'Occident. Je ne vois pas l'Azerbaïdjan combattre la Russie. Puisqu'en Azerbaïdjan, il y a des Russes aussi qui sont là-bas. Il y a des russophones. Il y a des russophones. Ils ne vont pas laisser leur gouvernement envoyer une armée. C'est-à-dire, si leur gouvernement veut combattre la Russie, la guerre va se déclencher même au sein de l'Azerbaïdjan. Puisque les russophones qui sont là-bas, ils vont se révolter contre leur propre gouvernement. Ils vont créer une rébellion et puis ça sera mou. Le Kazakhstan, je ne vois pas ce pays-là combattre la Russie. Puisqu'il y a des russophones, 30% des Kazakhs sont des russophones. Donc, ils ne vont pas laisser leur gouvernement combattre la Russie. Ah tiens, la 3e guerre mondiale vient de débuter. Ça vient de débuter, donc chacun n'a qu'à attacher sa ceinture. D'ici 2 semaines, on va bien comprendre la situation. Si on se laisse vivre la paix mondiale et vivre la vérité. Ne vous laissez pas berner, l'heure est chaude. On est ensemble.